Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'AD dans l'agenda 2, dans lequel j'interviewe en fait des entrepreneurs ou porteurs de projets qui avancent et que je trouve inspirants. Aujourd'hui, j'accueille Kelly qui est la fondatrice et la gérante du salon de coiffure l'Eden Coiffure. Kelly est une femme que je connais dans la vraie vie. À l'époque, j'ai suivi de loin la création de sa société et je me rappelle avoir été énormément marquée par sa passion et sa détermination. Je savais qu'elle avait tellement de choses à apporter et j'avais hâte de l'accueillir sur Et si on avançait pour qu'elle puisse vous partager un peu de son expérience. En plus, dans ce podcast, j'ai interviewé énormément de coachs, d'infopreneurs, de formateurs et je trouvais bien d'avoir un peu un parcours différent cette fois avec quelqu'un qui a dû acheter un local commercial et qui a donc traversé des challenges dont on n'a pas encore parlé ici. Cela permettra aux auditeurs qui sont dans ce type de projet de s'y retrouver également. Avec Kelly, nous avons parlé entre autres de son parcours, de son mindset de fonceuse, de persévérance, de l'importance de savoir demander de l'aide, d'équilibre vie pro, vie perso, d'organisation. Bref, en réalité, nous avons eu une belle discussion qui vous tirera à coup sûr vers le haut. Alors installez-vous bien et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Kelly! Hello Marielle! Bienvenue dans le podcast Et si on avançait? Merci. C'est une première pour toi et je suis vraiment ravie. De toute façon, c'est pareil, je le dis à tous mes invités, mais je suis vraiment honorée, même si c'est moi qui vous invite, pardon, la plupart des fois, je suis quand même honorée que vous acceptiez de venir échanger avec moi. Donc, Kelly, en fait, tu es coiffeuse, visagiste. Tu as fondé l'Eden Coiffure, un salon de coiffure, donc se situant dans le 12e arrondissement de Paris en 2013. Et aujourd'hui, tu gères ce salon. Tu as une équipe avec toi? Alors, oui, j'ai une collaboratrice. J'ai eu plusieurs collaborateurs à un moment donné, mais là maintenant on est 2 Mhm. et voilà, mon équipe se réduit, enfin c'est pas se réduit, mais en tout cas on est 2. Alors, on va commencer à parler de ton parcours. Déjà, j'aimerais revenir à la base. Quand as-tu su, toi, que tu souhaitais te diriger vers la coiffure? Très tôt, j'étais, très, très tôt, hein. J'étais au collège déjà, je coiffais, mes copines en contrepartie je me faisais ma petite pièce de monnaie quoi, clairement. J'avais déjà Le business à... voilà, moi je coiffais en fait en plus, à l'époque on investissait genre, dans une brosse un peu chauffante et après, bah, je faisais des brushings comme ça à mes copines et puis, surtout, bah, j'ai eu, dans mon entourage des certaines de mes cousines plus âgées qui se sont lancées dedans, qui aujourd'hui sont plus du tout dedans du coup elles, mais voilà, ça m'avait inspirée donc très, très tôt. Ce qui fait que, je me suis arrêtée en 3e, en fait. Donc j'ai commencé, D'accord. ouais, j'ai arrêté l'école, enfin j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté en tout cas le process général en 3e et je suis allée, j'ai commencé à travailler donc à 15 ans parce qu'à 15 ans, on peut pas travailler. Donc c'était des stages quand j'étais en 3e. Normalement, tu as le droit de faire, 1 semaine de stage en entreprise et moi j'avais demandé à mes profs et enfin bref, tout le monde était OK pour que je puisse faire, 1 mois de stage en tout. Ce qui fait que ça m'a permis du coup de trouver du travail, de trouver un employeur pendant ces périodes de stage et à la fin de l'année, donc l'école s'est arrêtée, ma 3e s'est arrêtée en, je sais pas, en juin et j'ai commencé en juillet à travailler en apprentissage. Donc après j'ai commencé, j'ai continué encore l'école, en apprentissage pendant 4 ans, en suivant le parcours coiffure, donc CAP, 2 ans de CAP, 2 ans de brevet professionnel et puis, bah, voilà, à 19-20 ans, c'était fini, quoi.
D'accord. Et c'est fou parce que tu sais, des fois, on a des rêves quand on est. Moi, je sais pas, au collège, je pense que je voulais être médecin. Tu vois, aujourd'hui, je fais tout autre chose. Et à aucun moment, tu n'as vrillé. C'est-à-dire que ce rêve d'être coiffeuse, finalement, il t'a accompagné, il est resté, quoi. Oui. Après, très honnêtement, au début, quand j'ai commencé, c'était un peu la découverte et ce qui me plaisait surtout, c'était l'indépendance que pouvait m'offrir ce métier. Le fait de pouvoir, sortir un peu de ma banlieue, donc j'allais travailler dans Paris, je prenais les transports, enfin c'était pas tant le métier en lui-même qui m'a passionnée au début, faut être honnête, c'était D'accord. j'allais avoir un salaire, j'allais avoir une vie de grand, quoi. Donc c'était surtout ça, ça me plaisait beaucoup l'idée voilà, de vivre comme une grande dame, mais en fait après, ça m'a vraiment, vraiment, passionnée et puis voilà. Et du coup, tu as commencé après ton CAP, enfin après tous tes différents diplômes dans le domaine, Mmh. tu as commencé par quelle expérience tu as été? Je sais plus si tu as eu une expérience de salarié avant d'être à ton Oui, compte ou pas. alors ce qu'il faut savoir dans la coiffure, encore plus aujourd'hui, le parcours est encore différent. Maintenant, on peut faire des CAP en 1 an et cetera. Hem, Moi, du coup, à l'époque, donc tu commences, tu es apprenti, 2 ans et puis Mhm. ton parcours peut s'arrêter là. Tu peux faire juste 2 années de CAP, puis après tu es salarié. Donc en fait, à 18 ans, tu es tout de suite, mis dans le monde du travail. Moi, j'ai voulu poursuivre le BP parce que c'était le diplôme qui allait me permettre d'ouvrir mon entreprise. Sans ce D'accord. diplôme, tu pouvais pas. Maintenant, tu peux, mais à l'époque, tu pouvais pas. Fallait faire, tout un tas de démarches. Donc, je me suis dit: «OK, je vais poursuivre» parce que par contre, une fois que je me suis engagée dans la coiffure, donc il y a 15-16 ans, je savais que je voulais monter mon entreprise. Ça, je l'ai su très, très tôt. Donc l'objectif Hmm. de départ, c'était: «OK, il me faut mes diplômes. Comme ça, après, dès que j'ai fini, bah, j'ouvre mon entreprise» et donc à 20 ans, à cette époque-là, je me pensais capable d'ouvrir une entreprise. Bon, j'étais peut-être un peu jeune. Mais du coup, à 20 ans, tu avais vraiment déjà cet état d'esprit d'entrepreneur, quoi. Oui, à 20 ans, du coup, ouais, je me sentais, en tout cas, l'envie, de monter mon entreprise était là. Après, je pense qu'avec le recul, j'étais pas forcément prête, mais oui, à 20 ans, en fait, une fois que j'avais été diplômée, je voulais vraiment, vraiment me lancer. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait du coup? Alors du coup, j'ai passé mes 2 premières années de CAP dans un salon, puis j'ai changé pour mon brevet professionnel. J'ai été dans une autre entreprise. Donc j'ai passé mes 2 années de brevet dans cette entreprise qui, par la suite, m'a embauchée. Ils m'ont proposé un poste de coiffeuse à plein temps. Donc au début, donc voilà, j'ai passé une année en tant que coiffeuse. Puis l'année d'après, l'année suivante, ils avaient besoin d'une co-manager. Enfin, c'était un salon qui se développait beaucoup, enfin pas mal, donc ils ont ouvert plein d'autres salons et les équipes bougeaient beaucoup. Donc j'ai eu l'opportunité d'être co-manager de ma responsable à l'époque et l'année d'après, on m'a proposé, un poste de responsable. Donc à ce moment-là, j'avais déjà donc 23 ans. C'était une équipe de 6 personnes. C'était assez formateur parce que, bah, forcément quand tu es, manager à 23 ans, forcément le reste de l'équipe est plus âgé que toi. Donc c'était pas Hmm. évident, mais ça m'a permis aussi, bah, justement de me former, quoi. C'était un peu un tremplin. Je me suis vachement formée, durant cette année-là. Enfin, j'ai fait même pas une année, quoi. J'ai fait 6 mois, dans ce salon et puis après ils en ont ouvert un autre avec, une équipe beaucoup plus grande et aussi, plus jeune et donc là, on était entre 8 et 10, ça dépendait et là, pour le coup, ouais, ça a été vraiment, vraiment mon centre de formation. Et puis à la fin de cette année-là, je me suis, décidée à monter mon entreprise. Donc, on est en quelle année et tu as quel âge? Donc là, j'ai 24 ans. On est en 2012 et j'ai 24 ans D'accord. et donc je décide,
de démissionner, Ah, donc justement, de j'allais te demander quel a été le premier step parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont des rêves. Et toi, aujourd'hui, je t'invite parce que toi, t'es allé au-delà du rêve et tu as concrétisé ce rêve-là. Et donc, la Kelly qui a 24 ans et qui sait qu'elle va monter sa boîte, souvent me demande par où commencer. Je veux faire ça, mais je sais pas par où commencer. Et toi, du coup, tu as commencé par donner ta démission? En fait, je vais donner une métaphore qui me parle beaucoup, pour qu'on puisse comprendre un peu mon état d'esprit. J'ai, souvent entendu j'ai beaucoup, beaucoup écouté, et regardé des films sur des entrepreneurs, qu'on connaît tous et cetera. Et en fait, à chaque fois, ce qui revient toujours, c'est que les gens ont peur de se lancer. Et un jour, on m'a donné une image que je trouve vraiment, qui en tout cas m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, qui est, les tortues naissent sur la plage, mais pourtant leur destinée est dans l'océan. Mm. Et en fait, j'ai trouvé ça cool parce que le message derrière, c'était: «Oui, il faut vous lancer, faut pas rester sur la plage, faut vous stagner enfin, ne stagnez pas, n'ayez pas peur, lancez-vous» et cetera. Waouh. Mais moi, en fait, j'ai jamais été cette tortue. Moi, c'est tout l'inverse et le problème, c'est que j'ai jamais vraiment entendu, de messages où on te dit: «Bah, écoute, toi, tu es la tortue qui fonce. Toi, tu as pas peur d'aller dans l'océan, seulement fais attention. Parce qu'une fois que tu seras dans l'océan, tu es qu'une petite tortue et tu vas faire face à des requins, à des poissons beaucoup plus grands que toi et tu risques de vite être mangé ou de te blesser et cetera». Et en fait, moi, je suis pas la tortue qui reste sur la plage et c'est jamais, jamais, le cas, en fait, dans ce que j'entreprends. Waouh. Moi, j'ai le problème inverse. J'ai le problème de: «OK, calme-toi, pose-toi, réfléchis, demande autour de toi des gens beaucoup plus sages que toi et là, prends ta décision». Et ça, je l'ai appris, sur, les 10 dernières années, que j'ai passées. Mais à 24 ans, j'étais pas, du coup, j'étais pas la Kelly d'aujourd'hui et la Kelly de 24 ans, elle réfléchissait pas trop, quoi, tu vois? J'étais la tortue qui a foncé dans l'océan, qui a dit: «C'est bon les gars, la destinée, elle est dans l'océan, on y va». Donc voilà. Donc, tu as déposé ta dème et quel a été le pas suivant? Donc j'ai assumé, en fait, j'ai posé ma démission, j'ai pas cherché à négocier un quelconque, contrat, enfin bref. Parce que pour moi, c'était logique, j'avais été claire avec mes patrons, je leur avais dit: «Voilà, je veux monter mon entreprise» et cetera. Donc je trouvais mais ça, ce n'est que mon enfin, je ne porte aucun jugement, sur les choix des uns et des autres, hein. C'est pas, en fonction de ce que j'ai fait, tu sais? Je Mmh. sous-entends que non. Moi, j'ai estimé qu'à l'époque, bah, c'était ma décision de partir, donc j'allais pas négocier, heu, quoi que ce soit d'autre pour pouvoir bénéficier de ceci ou de cela pendant que je prends le temps de réfléchir à ma vie. Non. Mmh. J'ai démissionné, j'avais bien sûr, organisé ma vie financière en conséquence et puis surtout, surtout, j'ai été chez mes parents, ce qui a été d'une aide, précieuse Mmh. et parce que, bah, effectivement, c'est pas la même chose quand tu as un loyer à payer et cetera. Donc voilà, j'ai démissionné, mais avant de démissionner, on va dire moi, j'ai démissionné en juin et on va dire que de août 2012 à juin 2013, j'étais dans mon projet et donc de août à juin, j'ai vraiment, organisé mon projet et quand je dis j'ai organisé mon projet, c'est que j'étais en train de chercher des locaux. Je j'ai pas démissionné comme ça. En fait, au mois d'août, j'ai pris ma décision et j'ai commencé à chercher des locaux, commerciaux, qui correspondaient à mes attentes. Mmh. En mars, j'ai trouvé et voilà, une fois que tu signes et cetera, Bah, que, ça prend ça oui, justement, vas-y? j'aimerais bien creuser cette partie puisque quand tu l'expliques, ça a l'air si facile, alors que Ah non? d'un point de vue extérieur, j'étais en mode: «Mais waouh!» parce que tu n'as pas choisi n'importe quelle, ville non plus pour installer ton salon de coiffure, tu vois? Je me suis dit: «Paris». Alors, explique-nous un peu tout ça. J'avais des questions pour toi par rapport à ça, donc ta phase de recherche commerciale. Déjà, tu as parlé de Mmh. critères. Quels étaient tes critères déjà pour ton local? Alors,
Alors, au début, déjà, je voulais être franchisée. Je voulais pas du tout être indépendante. Pas du tout, du tout. Donc, au début, j'ai fait les démarches auprès d'une franchise qui était celle pour laquelle je travaillais et donc si tu veux, ça m'a vachement quand même aidée, même si au final nous n'avons pas été au bout parce que, ils te disent, des choses, qui sont importantes de comme savoir, où placer tes miroirs, où placer tes lumières en fonction de tes miroirs et cetera. Donc tout ça, ça te donne un cadre. Tu sais qu'en fonction de il y a ce que tu veux, mais il y a ce qu'il faut pour ton entreprise. Donc déjà, j'avais un peu le guide du salon de coiffure. Après, j'ai pas été au bout parce que j'ai senti que, c'était pas ce que je devais faire Mmh. et donc, bah, j'y suis pas allée. Et puis, bon, ça, enfin, ça, c'est encore autre chose, mais voilà. Ça s'est pas fait avec eux, mais j'avais quand même ce guide. Et lorsque j'ai cherché mon local, mais en fait, c'est un peu enfin, ça paraît simple, mais moi, quand j'avais 16 ans, j'ai imaginé, je me suis imaginé un jour avoir une entreprise et mon local, en fait, je l'avais en tête. Je voulais un local avec un étage et non pas, sous-sol et rez-de-chaussée, mais vraiment rez-de-chaussée et étage. Voilà, je le voyais comme ça, je voyais des bureaux, enfin voilà, je l'avais imaginé et j'ai visité plusieurs locaux, dans Paris. Alors oui, pourquoi Paris? Parce que, bah, toute ma vie, j'ai travaillé à Paris. Ça faisait déjà 10 ans que je bossais dans Paris et Paris, bah, Paris, c'est la ville de mon cœur, c'est Paris, quoi. Donc je me voyais pas travailler ailleurs non plus et puis j'ai pas eu, d'autres expériences en dehors de cette ville. Hem Et en fait, j'avais pas de en ce qui concerne les arrondissements de Paris, j'avais cherché dans d'autres arrondissements que là où je suis actuellement et en fait, alors attends, je coupe et en fait non, c'est pas l'arrondissement qui m'a séduit, c'est vraiment le local. Mmh. En fait, j'ai visité ce local, il y avait vraiment rien, il était en ruine Bah, j'ai vu les photos, totale. franchement, je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. Il faut vraiment une compétence de visualisation énorme, hein, pour se lancer dedans. Pour un rêve, Marielle. Et en fait, moi, c'est ouais, j'imagine, j'imagine beaucoup, lorsqu'on me raconte une histoire et cetera. Moi, j'imagine toujours, enfin voilà, c'est comme ça, je visualise toujours les choses, donc c'était pas je sais pas si ça paraît difficile à comprendre, pour les autres, mais moi, non. Moi, c'est en fait, une fois que je suis rentrée dedans, ouais, voilà, j'ai imaginé très, très vite, l'emplacement du matériel et puis surtout, bah, il correspondait un peu à mes critères. C'est-à-dire qu'il était, il avait un étage, enfin voilà, il y avait la possibilité de faire, tout ce que je voulais et du coup, ça faisait presque, ouais, 9 mois de recherche, 9 mois de un recherche, peu waouh! ouais, 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 presque, quasiment, ouais et du coup, ah ouais, du coup, j'étais une fois que j'ai trouvé ce local, je me suis dit: «OK, j'y vais». OK et par rapport, je sais pas comment ça fonctionne, mais j'imagine que ça a dû te coûter cher. Enfin, je sais pas combien ça coûte ce type de local, Oui. mais tu vois, je me dis que tu as 24 ans, tu techniquement, comment tu finances tout ça, en fait? Comment ça s'est passé? Parce que je pense que ça intéresserait certaines personnes de savoir comment on finance ce type de projet, en fait. Bah, comment on finance? C'est simple, il faut avoir, une super famille et ce qui est mon cas. Moi, j'ai des parents qui m'ont aidée Waouh! et qui m'ont dit: «Voilà, enfin, moi, je suis allée vers eux, je leur ai tout simplement demandé de l'aide et au niveau des banques, il te faut bien sûr que quand tu as, 24 ans et que, tu as pas grand chose, bah, il te faut des garants, il te faut, enfin, tu arrives pas comme ça et enfin et puis surtout, moi, il y a beaucoup de banques avant d'accepter, mon projet, j'ai surtout été recalée de plein de banques. Ça aussi, il faut le savoir, hein. Bah, c'est Je suis pas ça. arrivée avec mon petit dossier, j'ai fait vraiment plein, plein de banques et on a été recalés, de partout. Waouh! Jusqu'à la banque qui en fait, c'est la banque où j'avais mes, comptes personnels depuis, toujours, où mes parents aussi et puis voilà, on a apporté plusieurs garanties
Et en fait, oui, cette aventure, je la dois à ma famille, vraiment. Je la Waouh! dois, que ce soit du début jusqu'à aujourd'hui, je dois tout à ma famille, ouais. Ça me touche énormément parce que tu sais, le combat des entrepreneurs aujourd'hui, parfois, il vient pas forcément de l'extérieur, mais parfois il vient de l'intérieur au niveau de leurs proches qui ne croient pas assez en eux ou qui leur mettent du doute. Et toi, en fait, tu as bénéficié de l'inverse et je trouve ça hyper beau, en fait. Ah oui, non, mais j'en suis reconnaissante, tous les jours. Mm. J'en suis reconnaissante tous les jours. Et par rapport à ça, parce que tu sais, il y a des personnes, et je m'inclus là-dedans, c'est que tu frappes à une porte, elle est fermée. Tu frappes à une deuxième porte, elle est fermée. Tu frappes à une troisième porte, elle est fermée. Comment as-tu fait pour persévérer vraiment? Alors déjà, on a découvert au début de l'interview ton mindset qui est vraiment précieux, le fait que tu sois assez déterminé, donc je pense que ça t'a aidé. Mais tu as sans doute vécu le découragement à un moment donné quand tu as autant de portes fermées, comment tu es allé au bout des choses malgré tout, tu vois? Je veux que tu nous partages ça. Ouh là là, ah oui, hem, bah, comment dire? Je saurais même pas par quoi commencer. Être déterminé, c'est une chose, mais comme je l'ai expliqué, moi, j'ai entre guillemets, je oui, j'ai souffert ou j'ai commis beaucoup, beaucoup d'erreurs dues à mon manque de sagesse et de réflexion. Donc la détermination, oui, mais il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes. Mmh. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que j'ai, une famille incroyable, mais j'ai surtout, un entourage incroyable. Et Dieu merci, en fait, il a toujours mis les bonnes personnes sur ma route. Mmh. C'est-à-dire que, j'ai dû traverser, je pense, pas mal de choses parce que l'Eden Coiffure, c'est pas juste un compte Instagram avec des avant-après, on peut pas imaginer ce qu'une décennie, ouais, les sacrifices qu'il y a derrière, les choses que l'on vit, le stress, l'angoisse, ouais, je suis passée par des moments hyper compliqués, mais tout ça, je m'en suis sortie, oui, par ma détermination, mais parce que j'ai un entourage incroyable, Mmh. incroyable. J'ai un entourage qui, quand ça n'allait pas, m'a relevé, qui, quand j'y croyais plus, m'a dit: «Mais ça va pas, mais tu es sérieuse? Tu es une super coiffeuse» et moi j'étais là: «Mais n'importe quoi, mais» enfin, voilà, toutes ces remises en question, en fait, heu, elle est due, oui, à ma détermination, c'est vrai, parce que, ouais, il y a que Dieu qui m'arrête. Mmh. C'est-à-dire que si je suis pas convaincue de quelque chose, j'y vais pas. Et si je suis convaincue de quelque chose et que tout le monde me dit: «Mais tu es folle et tout», ça ne sert à rien, j'irai quand même. Donc moi, voilà, c'est vrai, ça en fait, il y a que mon entourage qui peut m'arrêter. Enfin, et encore, non, les pauvres, même eux, ils peuvent pas. Et du coup, tu finis par avoir ton salon. Les travaux sont Mmh. faits et l'aventure Ouais. commence enfin. Là, tu es face à Mmh. un nouveau challenge, c'est que tu es dans le début de ton activité. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des clients tout de suite? Voilà, comment tu t'y prends du coup pour Ah! remplir ce salon qui est fait, tu vois? Ah là 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 là. Non, pas du tout. Alors, étant donné que moi je travaillais en franchise, ce qui est cool quand tu es en franchise, peu importe le poste que tu sois apprenti ou manager ou même responsable, tu es encadré. Donc toute la partie communication, ce n'est absolument pas toi qui la gères et les gens viennent parce que, ils viennent pas pour toi qui tu es, ils viennent pour le nom et moi ça me rassurait quand même vachement et c'est aussi pour ça que je voulais absolument être franchisée. Donc, étant donné que je ne l'ai pas été, que je me suis lancée comme ça, au début et bah, c'était hyper dur parce que je n'avais non seulement personne, mais en plus, bah, une charge financière énorme. Mmh. Alors, à l'époque, il y avait pas enfin, Instagram n'existait pas ou peu, en tout cas, Waouh! c'était pas encore utilisé. J'ai Ça l'im paraît fou, hein? j'ai l'im Ouais, j'ai l'im quand même. j'ai l'impression que Instagram, ça a tout On parle ouais. Non, mais on dirait que c'est fou, hein, mais l'entreprise, elle a 8 ans, elle a pas non plus 18 ans, elle a que 8 ans, mais il y a 8 ans,
c'était pas ça, c'était les débuts d'Instagram, donc c'était plutôt Facebook. Donc voilà, fallait se faire connaître. Donc pareil, j'avais un entourage incroyable, j'avais fait venir, mes copines, on distribuait des flyers dans la rue, tout le monde allait distribuer des flyers aux sorties de métro. Enfin, le truc qu'aujourd'hui tu dis: «Mais c'est trop has-been de faire ça!» Mais à l'époque, je tiens à le dire, c'était quand même plutôt pas mal comme plan d'attaque. Donc bah, voilà, on a prospecté partout, on mettait sur les voitures les boîtes aux lettres, heu et puis surtout ce qui était très difficile au début, c'est que les gens venaient, mais ce n'était que par curiosité. Mmh. Donc ils voulaient voir ce qui se passait dans ce local qui avait été fermé pendant des années. Donc ils venaient, ils se faisaient coiffer, mais ça leur était un peu égal enfin même la coiffure ou quoi, ce qu'on pouvait leur apporter, ça leur était un peu égal. Donc ce n'était que de la curiosité, on me mettait vachement la pression en mode, «De toute façon ici c'est un village donc si vous ratez votre coupe, tout le monde le saura», Tu Waouh! avais une pression de malade, et puis en plus, bah, oui, quand tu as 24 ans, bah, tu es jeune quoi donc bah, c'était un peu, ouais voilà, tout ce truc de manque de confiance, de curiosité, ouais, déjà fallait faire face à ça et j'avoue que j'étais pas prête. Moi, j'étais vraiment pas prête à ça. Enfin, la communication, ça n'a jamais été mon fort. Mmh. Donc déjà, il fallait que je me confronte à ça, c'était hyper dur. Encore une fois, j'étais entourée, mais bref, quand c'est ton entreprise, tu as beau être entourée, c'est quand même toi qui dois, l'idée, derrière. Donc moi, ça, c'était hyper dur au niveau de la communication, ouais, c'était pas ça et puis après au niveau de la confiance, fallait que les gens, arrête de nous mettre la pression, nous menace. Moi, j'ai eu des clientes qui m'ont dit qui continuent de se faire coiffer aujourd'hui, hein, mais qui, à l'époque, m'ont dit, «Bah, la dernière coiffeuse qui m'a foiré, je lui ai cassé tout son salon». Et OK. toi, tu es là, tu as investi ta vie dans chaque parcelle de ce lieu et tu te dis: «Mais à tout moment, elle peut péter les plombs». Waouh! OK. Donc non, c'était hyper dur. On était menacés, ça tirait à balles réelles, c'était ouais, non, c'était pas évident. Waouh! Donc les débuts, très, très compliqués. Je dirais qu'on dit souvent les 3 premières années. Non, moi, je suis désolée si ça en décourage certains, les 5 premières années, c'était mais terrible. Waouh! C'était mais terrible Après, parce c'est la que, vérité. Tu dis que si ça en décourage certains, moi je pense que non, en fait, ça doit pas nous décourager. Certes, c'est la réalité, puisque quand je parle avec des entrepreneurs, tout le monde galère, tu vois, et il faut en parler en fait. Parce que au mmh, moins, tu te prépares mentalement à ce que ce soit pas les Maldives, quoi, tu vois. ah non, ah bah alors là, on est en Irak, on n'est pas aux Maldives. Ah non, non, c'était Mais vraiment, vraiment dur. alors du coup, ces 5 premières années, compliquées, quoi. Compliquées. Mais moi, je connais la version de l'Eden Coiffure aujourd'hui. Du coup, tu t'es accroché. Et à quel moment ça s'est stabilisé finalement? En fait, je pense que ce qui a payé, c'est le fait que bah, tes clients soient satisfaits, en fait, au bout d'un moment. Tu as fait tes preuves, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. En fait, ce qui a payé, la stabilité, j'ai pas envie d'employer ce mot parce qu'on n'est jamais, en tout cas, je suis pas dans cette stabilité parce que, en plus de ça, enfin en plus, on a vécu des années, pour un peu couronner, l'entrepreneuriat. C'est que moi, j'ai démarré, il y a eu les attentats. On a enchaîné l'année des attentats et nous, notre salon, il est juste à côté. Donc il y a eu les attentats. Donc déjà, faut te faire connaître. Les gens ne te connaissent pas forcément et après en plus, bah, les gens ont peur de sortir parce que le moindre bruit, voilà. Mm. Après, les attentats, ces dernières années, on a eu droit aux gilets jaunes. On a eu droit et toutes les manifs se passent à côté. Donc on a eu droit aux gilets jaunes, on a eu le droit aux grèves de la SNCF et puis maintenant on vit avec le covid. Donc une stabilité, non. Chaque C'est vrai que année, c'est pas un terme à employer, en fait, c'est ah vrai. non, chaque année a son lot de challenges, on va dire. Mais, mais en tout cas, ce qui a aidé à évoluer, effectivement, je pense que c'est, le travail. Il y a eu aussi beaucoup de remises en question, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Je doutais beaucoup de mes qualifications. En fait, je remettais vachement en cause mes qualifications en tant que coiffeuse et donc bah, du coup, j'ai tout simplement pris les choses en main en me disant: «Bah, si tu doutes de ton travail et bah, forme-toi. Mmh. Forme-toi, si tu estimes que telle ou telle prestation, elle est pas à la hauteur de ce que tu voudrais réaliser et bah, progresse, donne-toi les moyens, entraîne-toi». C'est Et on et du coup, moi, je compare souvent ça au sport. Il y a plein de footballeurs, mais il y en a toujours un ou 2 qui se démarquent et quand tu analyses un peu leur vie, c'est parce que les gars, ils s'entraînent d'arrache-pied, ils sont pas nés élites. mmh. C'est pas des élites. C'est qu'ils mangent football, ils dorment football et ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent et du coup, je me suis dit: «Bah, moi, j'ai envie d'avoir cet état d'esprit donc je serai peut-être pas, la meilleure coiffeuse, internationale, mondiale, tout ce que tu veux, mais à mon échelle, j'ai envie d'être la coiffeuse bah, que j'aimerais avoir tout simplement, être, enfin, si je devais être cliente, je voudrais avoir, une coiffeuse en qui j'ai confiance, qui travaille bien et cetera Mmh. Ce que et donc bah, déjà, voilà, je me suis formée. Ce que j'aime bien avec ce que tu viens de partager, c'est que tu vois, en fait, finalement, tu as mis le doigt sur l'un des symptômes c'est un syndrome qui touche, on va dire 100% des entrepreneurs qui se lancent par eux-mêmes. Et encore, toi, tu vois, tu avais ton diplôme, tu étais un peu légitime, tu vois. Mais de plus en plus dans l'infoprenariat où, par exemple, tu développes une compétence et tu décides de la monétiser après et t'as pas un master dans ce truc-là ou un diplôme, bah, souvent, tu es face au syndrome de l'imposteur. Et puis d'autres syndromes. Et je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu as partagé, c'est que tu as eu l'état d'esprit. Et je pense que c'est là la clé, c'est que le tout, c'est pas que tu ne vas pas vivre ces émotions-là, c'est pas de les refuser parce que le doute, il est là, la peur sera là, le syndrome de l'imposteur sera là. Mais tu vois, tu as mis en face de ce que tu ressentais, finalement, un plan d'action pour le transformer en atout, en fait. C'est-à-dire que tu avais ce doute-là de tes compétences. Bah, tu t'es pas arrêté à «Ah, je doute de mes compétences et tout». Tu as bossé, finalement, pour t'améliorer et pour te sortir de là, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce que le tout n'est pas de refuser certaines émotions ou certains syndromes, parce que je pense qu'ils seront là et qu'ils sont même un peu légitimes, puisque c'est quand même hyper challengeant. Tu as lancé ton entreprise, voilà, c'était pas forcément facile, mais le tout derrière, c'est de mettre en place un plan d'action qui va contrer ça. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ce que tu en penses du coup. Ah ouais, ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, aussi, ce qui m'a mis, moi, ce qui m'a fait réaliser ça, cette remise en question, c'était de me dire parfois, j'ai vu dans mon domaine, en tout cas, heu, voilà, certains, professionnels où, en tout cas, j'estimais que leur travail n'était pas non plus extraordinaire et quand je voyais la notoriété ou l'engouement qu'ils pouvaient avoir autour, je me disais: «Mais c'est pas possible». Enfin, en tant que professionnelle, je suis désolée, mais c'est pas, mais parce qu'en fait, c'était pas tant le travail, mais c'était la personnalité. Hmm. C'était, le charisme de la personne et cetera ou voilà et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit: «Moi, je suis pas une personne extravertie». Hmm. Donc je sais très bien que, les gens qui vont me suivre, ou en tout cas qui vont adhérer à ma manière d'être, ils viennent pas forcément pour mon aura, ils viennent aussi pour un professionnalisme et vu que je voulais pas non plus travailler sur ce côté extraverti puisque ce n'est pas qui je suis Hmm. et ben je me suis dit: «Et bah, je vais développer la deuxième partie qui est mon professionnalisme et je dois me démarquer d'une manière ou d'une autre». Donc effectivement, il y en a, ils ont pas les diplômes et cetera, mais ils ont du charisme Hmm. et même si c'est pas les meilleurs dans ce qu'ils font, mais ils seront quand même suivis parce qu'ils ont une certaine personnalité, une notoriété et cetera. Mais quand tu es pas une personne comme ça, et bah, bosse sur ton professionnalisme parce que d'une manière ou d'une autre, ça paye et c'est Waouh. juste 2 profils différents, mais il faut savoir se positionner, en fait, qui tu es et moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit: «Bah, OK, moi, je vais bosser mon professionnalisme» et jusqu'à aujourd'hui, je ne cesse de, voilà, de chercher à, de nouvelles techniques et cetera. Waouh. Bah, tu vois, on arrive à la fin de la partie parcours et franchement, c'était génial, tu vois. Et Merci Marielle. là, on va commencer à parler du coup d'organisation, parce que c'est un peu le cœur de mon podcast, en fait. Ma vision des choses, c'est Bien vraiment sûr.
l'organisation finalement au service de tes projets, de ton entreprise, parce que je crois que ça peut être un atout vraiment clé. Et j'aimerais savoir justement, est-ce que toi, Kelly, tu t'estimes comme étant quelqu'un plutôt d'organisé ou pas? Pas du tout. Aujourd'hui? OK, d'accord. Mais ça prouve quand même, les gars, que c'est quand même possible d'avancer, même en n'étant pas organisé. Mais tu verras que je suis sûre que si on creuse, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, tu penses que tu pourrais être mieux organisé, mais clairement, c'est impossible que tu ne sois pas organisé vu tout ce que Oui, tu as vécu et fait, honnêtement. oui, oui, bon, je dis pas du tout si, je le suis un minimum, mais après, je suis pas, disciplinée. Je Mm, suis pas, comment dirais-je? Ouais, en fait, moi, tout ce qui est organisation me met vachement la pression. mm, Donc, en fait, j'ai développé des techniques. Moi, il me faut un cadre, mais dans ce cadre, il faut pas que tu me brides. Il faut que tu me laisses faire ce que je veux. mm, Et donc, comment l'appliquer concrètement à ma vie? Et bah, moi, le truc de l'agenda où je note le rendez-vous à l'heure, nin nin, tout ça, ça me stresse, enfin, ça me met vachement la pression. Donc, en fait, j'ai créé des listes. J'ai créé 3 listes et en fait, c'est les listes de ma vie. J'ai la liste du jour, la liste du mois et la liste de l'année. mm. Liste du jour, c'est l'urgence. Tu regardes sur mon téléphone, il y a une fusée, ça veut dire bouge-toi là, c'est faut le faire now. C'est la liste de l'urgence. Donc dans cette liste, je sais que je vais vraiment écrire ce que je dois faire, mais de manière urgente. La liste du mois, c'est voilà, les commandes à passer, les fournisseurs et ceci et cela. Et la liste de l'année, c'est quand j'ai un peu de temps, voilà, je vais sur cette liste et je me dis: «Bah, tu as ça à faire, tu as l'année pour le faire». Mais c'est pas, de janvier à mars parce qu'après non. Donc Mm. moi, je m'organise avec mes 3 listes comme ça, de manière générale. C'est... Et après, surtout, je me fais beaucoup aider parce Mm, que je sais que c'est pas du tout ma force, mm. mais pas du tout, du tout. Donc bah, je demande de l'aide tout simplement. Je voulais rebondir parce que, en fait, tu es organisé, tu as juste trouvé ton système de fonctionnement et moi, je prône l'organisation sur mesure, tu vois. Moi, aujourd'hui, les Mmh contraintes, mh. ça me dérange pas, ça me challenge, au contraire, ça me donne de l'énergie. Et le pire, je pense, en organisation, c'est de créer un système dans lequel tu es esclave, en fait, et du coup, tu ne prends pas plaisir à réaliser. Et ça, pour moi, c'est plus une horreur qu'autre chose. Et je pense que tu as Mmh. trouvé, certes, c'est le minimum, tu vois, mais tu as trouvé comment tu pouvais avancer et c'est génial parce que tu vois, ton histoire des 3 listes là, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle la méthode GTD finalement, mais que tu ne dois pas connaître, mais qui repose à peu Je te près confirme. mais qui repose à peu près sur les mêmes principes en fait avec des listes et ça fonctionne très bien et donc comme tu dis que tu te fais aider puisque c'est pas ton point fort, tu as fait appel je pense que tu délègues des choses, c'est ça? Dis-moi. Oui, alors, je délègue, les bien sûr, tout ce qui est mail important et cetera, c'est moi qui les rédige, c'est moi qui les envoie, mais par exemple, si je ramène ça à mon entreprise, pour la gestion des stocks, c'est quand même, faut quand même être bien organisé Mmh. et bah, c'est une tâche que je confie, ou en tout cas sur laquelle je demande de l'aide à ma collègue. Mmh. Parce que je sais que si on est 2 dessus, elle va vérifier mon travail et moi, ça me rassure qu'elle vérifie mon travail au cas où, j'ai oublié quoi que ce soit et cetera. Mmh. Donc par exemple, voilà, je me fais aider parce qu'elle, c'est sa force. C'est une fille hyper organisée et pareil, si j'ai, des choses, hyper importantes à faire, je vais tout simplement lui dire: «Ah, faut pas oublier de me rappeler de». Et donc voilà, elle va, c'est un peu, ouais, c'est un peu ma mémoire ou en tout cas, voilà. Mais tout ce qui est lié à l'entreprise, de manière, générale, je me fais aider par elle. Mmh. Tout ce qui est pour les choses administratives, bah, comme toutes les entreprises, j'ai un comptable, donc bah, je me fais aider par le comptable Mmh. et puis voilà, tout ce qui est en lien avec ma banque, bah, là, je me débrouille comme une grande fille et puis je le fais. Mais oui, moi, en fait, moi, j'ai pas peur de demander, hein. Mmh. Je demande de l'aide, c'est pas une honte pour moi, hein, pas du tout. Je sais que pour les autres, ça peut peut-être être un peu gênant et je vais même aller plus loin, lors du confinement, de l'année dernière, j'ai fait, j'ai repris, des livres, heu, des Becherel et cetera. Je me suis fait des dictées. En fait, j'ai repris mes cahiers d'école,
tout simplement pour pouvoir apprendre à rédiger des mails, sans trop stresser parce que ça paraît bête, mais moi je suis dans l'action, je suis dans un métier, artistique, donc rédiger des mails et cetera, ça me demande à moi de la concentration. Donc du coup, bah, voilà, j'ai encore une fois, moi j'ai pas honte, j'ai repris mes cahiers d'école, je me suis fait faire des dictées, j'ai et ça m'a vachement aidée Waouh! parce que ça me fait gagner du temps. Waouh! C'est vraiment inspirant. Tu l'as répété plusieurs fois que tu avais pas peur de demander de l'aide et je trouve que c'est hyper important parce que tout ne doit pas forcément reposer sur nous et j'ai bien aimé le fait aussi q et moi j'encourage beaucoup, les personnes finalement à apprendre à se connaître puisque j'en parlais dernièrement sur Instagram, c'est que le truc le plus productif que je fais depuis récemment, le truc le plus effi qui m'a rendu le plus efficace, c'est pas un outil, c'est pas un agenda, c'est pas Trello, c'est rien d'autre qu'apprendre à me connaître, connaître mes forces, connaître mes Mmh, faiblesses, connaître mes limites. Parce que plus tu apprends à te connaître finalement, plus tu sais où mettre ton énergie, ce qui te donne de l'énergie, là où tu en perds, et plus tu es stratégique finalement dans ton organisation au quotidien. Tu sais ce que tu délègues, tu sais ce sur quoi tu vas avoir une valeur ajoutée ou pas. Et je trouve ça bien. Et je trouve que avec ton explication, tu viens d'incarner ce fait-là, tu vois, le fait de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses pour ensuite, ben, créer un truc qui nous ressemble vraiment et pas finalement mmh, s'adapter au truc d'un autre dans lequel on va pas. ouais, exactement, ouais, il faut se co enfin oui, la clé, c'est vraiment ça, tu as Et raison. Il faut se connaître. comment tu fais du coup? Parce que, tu vois, on parle des si on avançait, donc est-ce que tu te fixes des objectifs? J'imagine que c'est de ça que tu parles, dans ta liste, à l'année. Mais en termes d'objectifs pour ton entreprise, tu sais, pour la faire évoluer et cetera, comment tu procèdes du coup? Comment je procède? En fait, chaque mois, on analyse avec ma collègue les points forts et les points faibles de l'entreprise et on réfléchit à comment on veut développer, telle ou telle stratégie. Enfin, déjà, on réfléchit à quelle stratégie on met en place et que c'est enfin, voilà, on fait, tout simplement, on avance à 2. Alors, bien sûr, c'est pas son rôle à elle, c'est le mien. Donc moi, je réfléchis, d'abord avant de lui proposer, et d'analyser les chiffres ensemble. Et puis après, je reste quand même vachement à l'écoute de ce qu'elle me dit. Et quand je lui fixe des objectifs et qu'elle me dit: «Non, franchement, clairement, ne me demandez pas de faire telle ou telle chose parce que je sais que je vais pas y arriver», bah, enfin, voilà, je m'adapte à son rythme aussi. Après, il y a des fois, elle me dit, qu'elle est pas capable, mais moi, je sais qu'elle est Mmh. capable. Donc je vais la pousser dans ce sens-là et c'est comme ça que je fais évoluer l'entreprise. Après, encore une fois, là, je me répète, mais je me fais aider parce que, on a quand même accès à, on peut avoir accès à des business Mmh. développeurs, donc pareil, c'est pas dans mes compétences, mais donc du coup, je me fais aider. Je fais appel à un business développeur qui lui, valide mes stratégies ou pas, analyse les chiffres différemment et cetera. Et puis voilà et puis être toujours à l'affût de nouveautés parce que c'est ça aussi qui est important. Le monde avance tellement vite qu'il faut prendre, le train en marche. Faut pas enfin, si tu restes sur le quai, tu es dépassé. On parlait d'Instagram il y a 8 ans, Grave. aujourd'hui, c'est encore autre chose. Donc ouais, ouais, moi, je suis toujours à l'affût de nouveautés. J'avoue que ça, j'aime bien. Ça, c'est plus mon domaine de toujours chercher des nouveaux produits, des nouvelles prestations, comment les mettre en place, qu'est-ce qui est le mieux pour ma clientèle et puis surtout être à l'écoute de ma clientèle aussi. Qu'est-ce qu'elles veulent? Quelles sont leurs envies, leurs besoins et cetera. Mmh. Donc tu vois finalement, quand on regarde, tu es organisée en fait. Tu délègues certes beaucoup parce que c'est pas ton point fort, mais tu as quand même ton Mmh. système d'organisation qui t'aide, à avancer. Et pour terminer un peu la partie, organisation, tu sais, les gens sont très fans, d'outils, d'applications et du coup je voulais savoir si, du coup en Mmh tant mh. que gérante, de ce salon de coiffure, de quel outil tu peux pas te passer? Et là, pour le coup, je t'accorde même d'être dans les spécificités qui sont liées, à la gestion d'un salon de coiffure. Bah, l'outil principal qui est notre, outil de réservation en ligne et qui est aussi notre logiciel de caisse, donc ça, c'est indispensable depuis qu'on a fait les réservations en Mmh. ligne. Ça a quand même énormément changé mon organisation et soulagé mon Mmh. organisation.
Donc ça, c'est vraiment l'outil Parce indispensable. que En tout cas pour mon mais entreprise, je pourrais je pas m'en rebondis passer. sur ça parce que j'ai fait un épisode dernièrement sur le gain de temps et j'imagine que par exemple, sans s'en rendre compte, c'est peut-être que vous payez ce logiciel-là. Certes, ça a un coût sur le moment, mais le coût en Mmh. temps que vous êtes libéré et en réflexion aussi, tu sais, parce que si ça fait la caisse, ça veut dire que Mmh. là, en fait, en un seul investissement dans un logiciel, vous avez la réservation, la Mmh. planification qui est faite. J'imagine que la personne, elle reçoit des notifications en plus pour être avertie de ses rendez-vous. Vous avez la personne qui paye Exact. et tout est coordonné. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Donc, n'hésitez pas à déléguer également à des logiciels. Des fois, ce sont des investissements, mais franchement, parfois, mieux vaut payer le prix que de subir finalement Exactement. des pertes de temps, des pertes d'énergie partout. Exactement. Donc voilà, exactement, tu as très bien résumé. Mmh. Donc ça, c'est vraiment l'outil principal. Après pour les autres outils, pour ce qui est, on travaille beaucoup avec les réseaux Mmh. sociaux, ça marche bien. Hem, on n'est pas forcément à l'affût des followers, mais les followers qu'on a, ce sont des vraies clientes et tout, donc ça demande du temps ça aussi, mais avant je pouvais répondre très spontanément et cetera. Là, c'est une règle que j'ai mis à ma propre vie, même si c'est lié au travail. Je m'accorde des jours. C'est-à-dire que quand je suis en week-end, je suis en week-end. Le samedi soir, ça sert à rien de m'écrire. Enfin, si, bien sûr, on peut m'écrire, mais moi, je vais pas être réactive. Mmh. Donc, il y a des petits codes comme ça que je me suis fixés parce que sinon tu t'en sors pas, tu passes ta vie sur ton téléphone. Pour organiser le feed Instagram, il y a plein d'applications maintenant qui t'aident, mais n'empêche, je trouve que c'est important de le dire parce que moi, dans mon organisation, ça m'aide énormément. Sur mon jour de repos, c'est là où j'organise, ma semaine de publication et après, en fait, ça te prend 30 secondes d'appuyer sur le bouton et de mettre tout ça en Mmh. ligne. Donc ouais, c'est des petites astuces comme ça. Mais tu as dit quelque chose qui m'a donné envie de poser une dernière petite question, c'est que tu vois, tu as quand même un métier qui est assez prenant, tu vois. Tu es pas sur un truc où tu Mmh. vends des formations en ligne, où tu es, à distance, donc c'est un truc où tu viens, tu as des clients, tu dois prendre soin d'eux physiquement, et cetera. Comment tu arrives aujourd'hui à gérer finalement ton équilibre pro, perso, tes vacances, et cetera? Comment ça va après, bah, finalement 8 ans d'existence, c'est ça? Parce que j'imagine qu'au début, il y avait pas de vacances, il y avait pas enfin, comment tu gères aujourd'hui là ton équilibre vie pro, vie perso? Comment je gère? Bah, je me suis fixé des Mmh. limites. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, je vivais, je respirais, je faisais tout, l'Eden Coiffure et jusqu'au jour où en fait, je suis tombée malade et vraiment, bah, tu remets beaucoup de choses en question. Mmh. Tu dis: «Bah, tu tout ça, ça sert» et puis en plus, c'était même pas productif, je tiens à le dire. C'est-à-dire que tu arrives à un état de fatigue tellement, tellement intense que ton corps, il en peut plus et ton corps, il te lâche et en fait, quand ton corps, il te lâche, ton esprit te Mmh. lâche et c'est très, très, très dur de remonter la Mmh. pente. Parce qu'en plus, quand on est entrepreneur, après, je sais pas, mais moi, en tout cas, à ce moment-là dans ma vie, je pouvais pas arrêter. Je pouvais pas, me mettre en arrêt pour burn-out ou autre, mais c'était Mmh. impossible. Donc il a fallu continuer à travailler, voilà, dans un état un peu, compliqué et néanmoins, en fait, c'est toujours comme ça. Tu touches le fond, après tu as le choix, soit tu y restes, soit tu Mmh. remontes. Donc moi, j'ai décidé que j'allais pas rester au fond de l'océan, petite tortue que je suis. Donc du coup, je suis remontée, tant bien que mal et je me suis dit: «Non, que voilà, fallait se sortir de là» et puis, comment j'ai fait? J'ai fait fixer des limites. Déjà, par exemple, j'avais jamais de pause, déjeuner. Mais jamais, Waouh! jamais, jamais dans mon planning, impossible. Entre prendre une cliente et me poser 1 heure pour manger, mais c'est impossible, impossible. Donc du coup, je me fixe pas 1 heure non plus, mais je bloque 30 minutes dans mon planning, Mmh. pour m juste en fait, juste pour m'asseoir. Parce que c'est un métier où c'est physique, en fait, on est debout toute la journée et puis nous, il y a les escaliers, on monte, on descend, enfin bref, on n'arrête pas.
Donc 1 heure, enfin pardon, 30 minutes où je me pose. Le matin aussi, j'étais un peu, et je le suis toujours, mais un peu moins. J'étais un peu retardataire. Moi, c'est, tant que je peux rester dans mon lit et je suis pas du tout de ceux qui se lèvent à 4 heures du matin, mais alors pas du tout, du tout. Par contre, je peux me coucher à 4 heures du matin, ça, il y a pas de problème, mais non, le matin, c'est précieux. Mais du coup, tu passes ta matinée à courir, tu arrives au travail, tu es en retard, enfin bref. Donc ça, c'est des choses que je m'inflige plus parce que en fait, c'est des choses que tu peux gérer toi-même parce que c'est de ta Mmh. faute. Tu vois? Être en retard, je veux dire, ça ne tient qu'à toi. Lève-toi plus tôt, organise-toi et puis basta. Mmh. Donc bah, là, pareil, tu vois, je m'organise, je mange avant de partir si je peux, sinon je mange, au travail en arrivant, enfin bref. Des petites choses comme ça qui font que j'ai mis des limites, je me suis fixé des règles à moi-même et puis, aussi en fait, c'est des choix. Tu fais le choix de, prioriser, bah, ta vie privée Mmh. à ton travail et en plus, en faisant ça, je me suis rendu compte que non seulement, bah, je vivais beaucoup mieux, Mmh. que ce soit mon état de santé, que ce soit mes relations et cetera et qu'en plus de ça, bah, ton chiffre d'affaires, non seulement il diminue pas, mais il augmente. Waouh! Parce que quand tu es là, tu es là. Quand tu es là, tu es productif et pourquoi tu es productif? Parce que dans ta vie privée, tu recharges les batteries, tu es avec les bonnes Mmh. personnes et puis tu prends tout simplement, du temps pour toi. Toi toute seule, voilà, tu prends du temps pour toi et tu te reposes et tu fais des choses que tu aimes bien et cetera, quoi. Waouh! Ah, c'est trop bien. Donc en fait, travailler plus, bah, merci Marielle. Mais voilà, je ne souhaite à personne de toucher le fond, hein. Prenez, des limites avant même, Malheureusement, de couler. ça dépend des profils, mais malheureusement, pour la plupart des personnes que j'ai accueillies sur ce podcast et avec qui j'échange, ils se grillent avant d'en arriver à cette conclusion. Mais j'espère qu'à travers des Mmh. épisodes comme ceux-ci, s'il y a des personnes, par exemple, qui sentent qu'ils ont des petits symptômes de burn-out, d'épuisement professionnel, peu importe, bah, qu'ils puissent avoir ce petit déclic qui leur demande, enfin, qui va leur demander finalement de reprendre le contrôle et de choisir finalement de se prioriser aussi parce quand on est entrepreneur, on est un instrument aussi de son business. Donc, si t'es pas bien, rien ne tourne. Donc, j'espère que avec des petits Exactement. échanges comme ça permettra à d'autres de ne pas en arriver là, justement. Ouais, exactement. En fait, le moindre signe, faut Mmh. s'écouter. C'est hyper important. Et pour terminer, du coup, notre échange, quel message tu souhaiterais passer à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un projet assez complexe, finalement, un peu comme le tien, et qui n'avance pas pour une raison X ou Y? Tu sais, le message de la fin, même si tu en as donné vraiment beaucoup, honnêtement. Oh là là, le message de la fin, bon, je dirais que déjà, ça dépend, déjà, je dirais qu'il faut se connaître et pour moi, la métaphore de la tortue, elle est vraiment cool. Donc est-ce que tu es une tortue qui reste sur la plage, qui a besoin d'être encouragée pour te lancer? Ou est-ce qu'au contraire, tu es la tortue qui fonce et alors là, tu as besoin d'être entourée mais entourée par des gens, remplis de sagesse qui vont savoir te calmer et bien te Mmh. conseiller. Donc déjà, faut se connaître. Faut pas hésiter à parler de son projet aux bonnes personnes. Alors, on lit un peu tout, oui, faites vos trucs dans le silence et le succès parlera. Ouais, non, moi je suis pas trop d'accord avec C'est ça, pas trop hein. mon délire non plus. C'est pas trop mon délire, donc faut pas hésiter à en parler. Après, en parler aux bonnes personnes. C'est-à-dire que va voir des chefs de projet, va voir des entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Demande conseil à des gens qui ont déjà monté enfin voilà, demander, Mmh. conseil. Ne pas avoir peur aussi de prendre le temps, enfin bon ça dépend de qui on est, mais voilà, des fois, vaut mieux prendre le temps et faire les choses bien, plutôt que de se lancer et voilà, et de se prendre un Mmh. mur. Non, je dirais que franchement, j'ai pas de mot de la fin, Oui, juste, faut se tu dit connaître. 40 mots de la fin, mais on prend Kelly, on Ouais, prend. franchement, j'ai pas de mot de la fin, faut se connaître, en fait et faut pas ouais, faut se connaître.
faut pas avoir peur. Et si tu as peur, bah fonce. Et si t'as pas peur, bah ralentis. Et puis voilà. J'accepte ce mot de la fin. Et bon, je sais que tous mes auditeurs ne sont pas parisiens, mais j'aimerais juste que du coup, tu puisses faire quand même la promotion de ton salon de coiffure qui se situe donc à Paris, dans le 12e arrondissement, que je trouve génial. Donc, on te retrouve sur les réseaux sociaux avec quel tag? L'Eden.Paris. L'Eden.Paris. Ok. Exactement. Ben, n'hésitez pas à aller faire un tour si jamais voilà, vous êtes parisien, parisienne. Elle fait des. Franchement, elle est très douée, Kelly. Oh, Je vous merci assure que quand Marielle. j'étais. Là, c'est vraiment l'amie qui parle, mais c'est quand j'étais salariée, j'avais beaucoup de collègues qui disaient qu'elles n'étaient pas satisfaites de leur coiffeuse. Et franchement, à chaque fois que je les renvoyais vers Kelly, elles sont toutes revenues. Ouah, c'est trop bien, mais c'est génial, elle est top. Voilà, tout est top. Oh, Donc, je vous merci recommande. beaucoup. Kelly, c'est pas fini, souvent Ah, des petites oui. questions un peu flash en fait à la fin de mes interviews. Ok, Donc, est-ce que ok. tu es Oui. le maître mot, c'est de répondre spontanément. Ok. Alors, top. Top. Matin ou soir? À soir. Si tu avais une nouvelle habitude à prendre. Euh, ne pas être en retard? Une mauvaise habitude à arrêter. Ah non, alors une mauvaise habitude à arrêter. Euh, le retard, toujours. Oui, en fait, les deux se complètent. Tu veux C'est prendre ça. l'habitude d'être à l'heure et tu veux arrêter d'être en retard. Ok. Exactement. Est-ce que tu es plutôt série ou livre? Série. J'ai besoin d'images. Et le dernier livre que tu as lu, si tu récemment. Le dernier que j'ai vraiment fini, ça a été Les 5 langages de l'amour. Un merveilleux livre que je recommande Gary pour Chapman. Ouais. que ce soit pour l'amitié, le travail, le Mm, couple. C'est un livre merveilleux. exactement, ouais. Et l'une de tes citations préférées pour terminer. Je dirais que tout est possible à celui qui croit. Amen! Bon, ben, c'est top. Merci beaucoup, Kelly, vraiment pour ton temps précieux. Merci pour cet échange qui a été vraiment enrichissant. Je te souhaite vraiment le Ben, meilleur pour la merci à toi. suite. Encore une fois, merci. Ben, merci à toi, Marielle. Voilà, mon échange avec Kelly s'est arrêté ici. J'espère vraiment que cette conversation, comme d'habitude, vous a encouragé, motivé, à peut-être pulvériser chez vous des croyances limitantes. En tout cas, c'est une conversation que j'ai été ravie d'avoir avec donc une amie et que j'étais contente de partager avec vous. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser votre avis sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram, bref, à vous manifester. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!